et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes, en France et à l'étranger, aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous, le podcast est de retour après cette petite pause estivale. Et pour cet épisode de rentrée, je vous propose de partir à la rencontre de Fabrice Risoli, expert en criminalité organisée. C'est également l'un des fondateurs de l'association CrimHalt. Vous l'aurez donc deviné, l'épisode va porter sur la criminalité organisée et les mafias. Nous parlerons également dans cet épisode du narcotrafic en France, ainsi que du lien entre la criminalité organisée et la corruption. C'est un épisode passionnant, riche en exemples, vous verrez Fabrice est sans langue de bois, il nous parle de ce qui se fait en Italie et qui pourrait être utile en France pour lutter contre la criminalité organisée. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Fabrice. Bonne écoute. Bonjour Fabrice Risoli, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous enseignez la géopolitique des criminalités dans différents établissements universitaires. Votre spécialité, c'est donc la criminalité organisée et la mafia. En 2015, vous avez fondé avec d'autres l'association CrimHalt, dont on reparlera dans un instant. Travailler sur la mafia et le crime organisé n'est pas commun, en tout cas en France. Comment en êtes-vous arrivé à dédier votre travail à ces sujets ? Bonjour, comment j'en suis arrivé là ? Des petites expériences de jeunesse. J'ai d'abord grandi un peu dans les cafés de la Côte d'Azur et fréquenté des personnes qui sont allées en prison pour chéquier volé, pour trafic de drogue. J'ai rencontré quelques gens d'origine italienne qui étaient de passage en France. Puis d'autres aventures de ce type qui m'ont donné envie de connaître un peu mieux ce monde interlope. Il faut dire que ça, c'était les étés que je passais sur la Côte d'Azur. Et puis l'année, je revenais chez moi. J'ai aussi grandi dans le 19e arrondissement, dans les années 80, où certaines personnes se piquaient à l'héroïne dans les cages d'escalier. J'étais tout jeune. J'avais envie de comprendre d'où ça venait. Et puis après, j'ai déménagé dans le 93. Alors là, j'ai joué avec des gens qui étaient adorables sur un terrain de foot, mais qui parfois étaient des dealers le samedi soir. Pareil, j'ai eu envie de comprendre le phénomène. Et alors, à un moment, j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude. J'ai fait du droit, de l'histoire, et j'ai trouvé un directeur de recherche pour pouvoir faire un mémoire lors d'un DEA, et puis une thèse de sciences politiques sur les mafias italiennes. Et après, j'ai voulu enseigner. J'ai créé un peu la matière géopolitique des criminalités, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'enseigne ma matière dans différents établissements universitaires, comme Sciences Po Paris ou HEIP. J'enseigne ce que je veux, mais en même temps, ce n'est pas une chaire, car c'est très difficile d'enseigner ce type de matière en étant maître de conférence en France. Et je parlais juste avant de la création de l'association CrimHalt. Comment est née cette association et quelles sont ses missions ? Quand on étudie la mafia italienne, comme je l'ai fait pendant plus de 10 ans, parce que moi j'ai fait une thèse en 10 ans, aujourd'hui c'est interdit, on comprend tout de suite qu'en Italie, c'est le pays de l'antimafia. Au bout de 10 ans, on comprend ça. Alors on se dit, pourquoi pas essayer de faire la même chose en France ? Puis il y a eu un projet européen qui s'appelait FLAIR, qui venait d'Italie, qui disait, voilà, essayez de voir dans les pays ce qu'on peut faire en matière de lutte contre le crime organisé au niveau social, sociétal, avec les citoyens. Et donc j'ai été le représentant de FLAIR en France pendant quelques années, et je demandais à mes étudiants de participer. Et nous avons eu, par exemple, l'opportunité que 2 jeunes femmes tiennent un espèce de petit restaurant où on dégustait les produits qui sont faits sur les terres confisquées à la mafia. Et donc j'invitais les autres associations, anticorps, j'invitais policiers, magistrats, les auteurs, les journalistes à débattre de ces questions. Et un jour, un de mes étudiants m'a dit « Monsieur Risoli », il m'appelait encore Monsieur Risoli, c'était il y a 10 ans, « il faut faire l'association de droit français ». Et je lui ai dit « Oui, mais bon, j'ai pas le temps. Hein. » Et voilà, et on s'est réunis à 5 dans ma cave. Alors, c'était pas une cave, hein, c'était un sous-sol. C'est le storytelling à la Hewlett-Packard ou Apple. Mais on s'est dit, on veut obtenir une loi d'usage social des biens confisqués. On veut quelque chose de fort symboliquement où les citoyens ont un rôle. Donc on a commencé comme ça, donc en 2015 officiellement, au journal officiel. Et puis on a mis 6 ans à obtenir cette loi. Entre-temps, l'association a grandi, a essayé d'obtenir d'autres lois, et on a obtenu une cette année. Donc en gros, c'est une association qui veut informer le public de ce qu'est le crime organisé, la corruption en lien avec le crime organisé, la délinquance économique et financière. On veut moderniser, adapter les lois
par exemple en fonction de ce qui existe à l'étranger qui fonctionne. On veut les adapter en France pour que ce soit plus efficace contre cette criminalité. Et on essaye de fédérer des citoyens autour de cet enjeu. Ce sont les 3 grands axes de cette association qui aujourd'hui compte une centaine de membres. Bon, vous voyez, en fonction de la réadhésion de chacun, qui n'est pas automatique. Ce n'est pas une grande association populaire comme le sont certaines. Anticorps a 7000 membres. Voilà, c'est une toute petite association, un peu de connaisseurs, même si chacun a aussi un gros potentiel pour s'auto-former. C'est-à-dire qu'on rentre, on ne connaît pas forcément tout, de loin de là, de ces questions. Et à force de rester, à force d'être ensemble, à force d'avoir un groupe WhatsApp, à force de faire des conférences, etc., ben, les autres aussi progressent dans la connaissance du crime organisé, peuvent diffuser cette connaissance autour d'eux. Merci pour cette présentation. Une chose que je trouve marquante par rapport à l'activité de Crime Halt, c'est que vous organisez des séjours d'études qui sont financés par le programme Erasmus+ de l'Union européenne, et vous en avez organisé un au printemps de cette année 2024, près de Naples, en Italie. 2 collectifs anti-mafia corse, le collectif des familles de victimes d'assassinats à Marseille et l'association Conscience ont participé à ce voyage d'études, qui est d'ailleurs raconté par France Culture, donc je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour que les personnes puissent écouter les différents témoignages. Pourquoi est-ce important d'organiser ce type de séjour et qu'est-ce que vous espérez en retirer et qu'est-ce que les personnes qui participent espèrent en retirer? Eh bien, il y a eu un avant et un après projet Erasmus, puisque notre projet Erasmus premier, c'est 2019. Très clairement, avant, nous étions une petite association d'une vingtaine, trentaine de personnes passionnés par le sujet ou un peu moins passionnés par le sujet, mais nous n'étions pas forts dans le plaidoyer pour aller voir des députés et leur dire on veut changer la loi. En 2019, nous avons emmené des acteurs de l'économie sociale et solidaire en France. Nous les avons amenés en Italie et ils ont visité les biens confisqués à la mafia qui sont réaffectés socialement. Ils ont vu que ça fonctionnait, avec plein de défauts, plein de critiques, etc. Et ils ont été beaucoup plus forts, ou nous avons été beaucoup plus forts ensemble pour défendre la loi. C'est-à-dire que par exemple dans le monde du logement, le Haut Comité au logement des personnes défavorisées, pour ne pas le citer, déjà des personnes impliquées dans l'économie sociale et solidaire type Terre de Liens, pouvaient aller voir leurs députés et dire on veut cette loi, et ils l'ont obtenue. Quand on a obtenu la loi en 2021, après 2 Erasmus, on a fait d'autres Erasmus encore, et là on a décidé d'aller chercher des victimes du crime organisé en France, alors des victimes souvent innocentes, qui n'ont rien à voir avec le trafic, même si cela ne nous empêche pas d'emmener des mamans dont le fils était impliqué dans le trafic et a été assassiné, mais comme les mamans ont fondé elles-mêmes des collectifs et des associations qui visent à améliorer la situation et à mettre fin à cette spirale de violence, par exemple à Marseille, nous estimons qu'elles doivent participer. Et là, depuis 2022, les derniers Erasmus qu'on a fait, les 3 derniers, ont vraiment été d'une richesse supérieure. Car on n'a pas seulement emmené des techniciens de l'économie sociale et solidaire, du droit, on a emmené des personnes directement concernées dans leur chair. Et non seulement ça leur a apporté à elles de voir qu'en Italie on défend la mémoire des victimes innocentes de la mafia et que c'est utile, mais elles nous ont apporté beaucoup à nous. C'est-à-dire que nos séjours ont été beaucoup plus riches pour nous, qui sommes certes parfois des experts, parfois des connaisseurs. Certains sont issus de quartiers populaires et connaissent une certaine forme de criminalité organisée au quotidien. Il n'empêche que de partir avec des personnes qui sont directement concernées par cette violence nous a rendus beaucoup plus forts, beaucoup plus précis dans la manière de défendre cette lutte contre le crime organisé. Donc vraiment, ces projets Erasmus sont géniaux. Le dernier en date, vous en parliez, nous sommes partis avec 27 personnes subventionnées, plus 3, 4, 5 journalistes en plus. On a eu des retours médiatiques exceptionnels, dont un petit reportage de France 3, quand même national cette fois. Et nous avons eu un moment extrêmement fort où des victimes corses et marseillaises se sont retrouvées avec des victimes italiennes dans la même pièce, y compris la sœur de Don Pepe Diana, le prêtre assassiné par la Camorra en 1994, où lorsque les Italiens ont entendu les victimes françaises témoigner, elles ont fondu en larmes et ces victimes se sont prises mutuellement dans les bras. Et toute la salle s'est mise franchement à pleurer, y compris les gens journalistes un peu plus éloignés de la thématique, mais qui étaient là pour couvrir. Et là, Crime Halt est rentré dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire qu'avant, nous allions nous nourrir de tout ce que font les Italiens et sont gourmands en matière d'antimafia sociale, confiscation, connaissances juridiques, victimes innocentes, etc. Mais pour une fois, nous leur avons apporté
ce que nous vivons en France sur le crime organisé, ce que nous connaissons comme difficultés, en particulier ces victimes sur le terrain, et ce que nous avons aussi obtenu en matière de victoire juridique. Donc il y a plus d'échanges, il y a plus d'interactions maintenant avec nos partenaires italiens qu'il n'y en avait avant. Et pour les associations, les victimes qui ont participé à ce voyage, vous parliez des mamans de personnes qui ont participé au trafic, qu'est-ce qu'elles retirent de ces voyages et comment elles l'utilisent dans leur quotidien? Peuvent-elles faire des choses dans leur action? Quel est le suivi en fait après ces voyages? Alors il y a deux choses. Soit vous avez des techniciens du droit qui, lorsqu'ils voient que les instruments juridiques anti-mafia fonctionnent en Italie, ils reviennent en France et ils veulent changer les lois et ils y arrivent. Et d'ailleurs, la loi de confiscation obligatoire que nous avons obtenue à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2024, les articles de loi de confiscation obligatoire ont été rédigés par quelqu'un qui s'appelle Jérôme Mondoloni, avocat honoraire qui est membre du collectif Maxime Sousini, collectif anti-mafia corse. C'est lui qui a rédigé les articles. Crimalt a aidé à pousser, on a rédigé d'autres sur l'usage social, mais sur la confiscation obligatoire, c'est lui qui les a rédigés. Il s'est inspiré de ce qu'il a vu en Italie. Alors bien sûr, il a travaillé à côté, il a lu des documents, après. Mais c'est vraiment ces deux Erasmus qu'il a fait à Palerme et à Milan qui l'ont, en quelque sorte, galvanisé pour faire ce travail. En ce qui concerne les victimes, il y a du positif et encore un chemin à parcourir. Le positif, c'est que les familles voient qu'il y a une énorme prise de conscience en Italie, qu'il n'y a plus de victimes innocentes, par exemple, que la mafia ne s'entretue presque plus, 0 homicide, 1 homicide en Sicile en 2024 pour l'instant, pour 5 millions d'habitants, c'est-à-dire que le degré 0 de la violence mafieuse, je parle d'homicide. Et donc, elles reviennent avec de l'espoir, ces familles. Elles disent, c'est possible, l'Italie l'a fait, ils s'entretuaient, ils tuaient des femmes, ils tuaient des enfants, ils les kidnappaient, les enfermaient dans des trous pendant 2 ans. Alors nous, certes, on s'entretue à Marseille, mais finalement, la situation est bien moins grave qu'elle n'était en Sicile, donc moi, je peux m'accrocher pour changer. Ces familles de victimes vont voir leurs députés, réclament qu'on modifie le statut éventuellement de collaborateur de justice, qu'on dit repenti à tort, veulent aussi un délit d'association mafieuse. Elles peuvent aussi avoir une force de plaidoyer en revenant d'Italie. Enfin, elles défendaient déjà l'idée qu'il ne doit plus y avoir de victimes du trafic à Marseille. Par contre, aujourd'hui, il y a encore un enjeu à faire comprendre le concept de victime innocente avec le mot innocent, car pour diverses raisons, les collectifs corses, les collectifs à Marseille ont encore du mal à mettre le mot innocent sur certaines victimes, alors que la plupart du temps, ils savent que le petit Fayed qui est mort à 10 ans à Nîmes en 2023 n'avait strictement rien à voir avec le crime organisé. Et pourtant, ces collectifs sont tellement attachés à ne pas créer de division dans la société corse, par exemple, ou à ne pas créer de division au sein de leur collectif, puisque vous avez des mamans qui ont des enfants qui n'étaient pas impliqués, qui sont décédés, et des enfants qui étaient impliqués, qui sont décédés. Donc, cette loyauté qu'il y a entre eux aujourd'hui les empêche encore de défendre ce concept. Il y a un énorme travail à faire. Il faut dire que, pour l'instant, les pouvoirs publics aussi ne se sont absolument pas saisis de ce concept. Aujourd'hui, pour qu'une victime soit indemnisée, c'est très très dur en France. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci. Est-ce que vous pourriez revenir sur 2 choses que vous venez de mentionner? Nous réexpliquer ce concept de victime innocente et pourquoi c'est important que ce soit introduit en France. Et puis vous avez mentionné aussi le fait qu'on utilisait à tort le terme de repenti plutôt que de collaborateur de justice. Pourriez-vous revenir dessus et nous apporter un peu plus d'éléments, s'il vous plaît? Alors, en ce qui concerne ce qu'on appelle les collaborateurs de justice en Italie, qui est le mot exact juridique, bien sûr, tous les journalistes l'appellent aussi des pentiti en Italie, mais il nous semble à Crimalt que quand on fait du plaidoyer, ce vocabulaire religieux, moraliste, n'a pas sa place dans la discussion juridique ou même la discussion politique. On ne demande pas à un ancien mafieux de se repentir. C'est bien s'il se repent, s'il dit « Ah là là, c'est terrible, j'ai tué, je suis un gros méchant ». Ce qu'on lui demande, la justice lui demande italienne, c'est d'arrêter bien sûr tous ces trafics, il est en prison, mais de les arrêter aussi en prison, de dénoncer tous ses complices et de donner tous ses avoirs criminels. C'est la seule condition. Et ça marche. On n'a pas besoin qu'il s'autoflagelle. Même si, il est intéressant de noter que quand il y a une prise de conscience de la part de l'ancien mafieux, c'est plus facile pour lui de collaborer avec la justice. Nous pensons en France, nous, Crimalt, que de toute façon, il ne faut pas utiliser le mot de collaborateur, car en raison de ce qui s'est passé pendant Vichy,
l'idée de collaborer avec l'État pose un problème dans les inconscients collectifs, voire même dans les conscients collectifs, et que ce n'est pas bien vu. Donc nous soumettons au législateur le terme de coopérateur de justice. Nous demandons à ce qu'un ancien gangster de Marseille, voire même très jeune, qui a déjà tué, de dénoncer tous ses complices. Il m'a demandé de tirer sur la façade de l'immeuble où il y a un plan stup. Malheureusement, ma Kalachnikov, j'ai pas su la tenir, et j'ai tiré en haut, et ça a traversé le mur et ça a tué Soukaina qui faisait ses devoirs et qui n'a rien à voir avec le crime organisé. Je suis l'auteur de ces actes. Voici celui qui m'a demandé de faire ce coup de pression. Bien sûr, je donne mes avoirs criminels si j'en ai. Et en échange, nous protégeons ces personnes. J'ai bien dit, nous protégeons ces personnes. L'État protège, pas nous, criminels. L'État, bien sûr, protège ces personnes. Et elles obtiennent, certes, des remises de peine, mais pas totales. Ils passent par la case prison, comme ils le font en Italie. Et surtout, ils sont protégés. Ils sont protégés pour ne pas être assassinés. La protection est capitale dans le statut de coopérateur de justice que nous appelons de nos voeux. Problème, en France, ce statut que Crimalt avait obtenu, les décrets d'application, je vous la fais courte, ça demeure une loi largement imparfaite puisqu'elle ne peut pas protéger les personnes qui ont commis un assassinat. La vision française de la coopération avec la justice, quand on est un ancien criminel, est extrêmement moraliste en France. On n'a pas voulu mettre les auteurs d'assassinats. Ça fait rire tous les Italiens quand je raconte ça. Vous vous imaginez, alors que la mafia italienne a fait des dizaines de milliers de morts en 200 ans, qu'elle a fait plus de 1000 victimes innocentes, vous imaginez si on n'avait pas protégé des assassins qui avaient parfois tué entre 30 et 49 personnes, on n'aurait jamais obtenu les résultats spectaculaires qu'on a obtenus pour lutter contre la mafia. Donc ça, c'est le premier point sur ce qu'on appelle à tort des repentis, qu'on devrait appeler en France des coopérateurs de justice. Le deuxième point, c'est pourquoi il faut défendre les victimes innocentes du crime organisé. Tout d'abord, parce que si je me déplace sur les plateaux télé, dans des conférences, si je vais voir les gens à Marseille ou en Corse, et que je leur dis qu'il faut défendre des victimes, j'ai bien dit défendre, la mémoire des victimes qui elles-mêmes ont déjà tué, personne ne va vouloir rentrer dans mon association. Vous n'allez pas, vous, rentrer dans mon association si je vous dis je veux défendre la mémoire de quelqu'un qui a tué 3 personnes et qui aujourd'hui elle-même est décédée parce qu'elle est décédée dans le cadre d'un conflit de trafic de stupéfiants. On n'a pas à défendre sa mémoire. Il est mort, c'est regrettable. Pour Crimalt, personne ne doit mourir, y compris les assassins. Ils doivent être traduits en justice et aller en prison. Mais on ne peut pas défendre leur mémoire. A contrario, si je vous dis que Cootard avait 18 ans, venait de réussir son bac, qu'elle venait d'un quartier populaire de Marseille, qu'elle allait rentrer à la Sorbonne, et que le soir de son bac, sa maman, pourtant bien sévère, qui ne la laissait pas sortir jusqu'ici, a été obligée de lâcher du lest et la laisser sortir, qu'elle s'est retrouvée dans la voiture de sa sœur, qui était conduite par un tiers, et que ce tiers avait rendez-vous avec un autre gamin, et que celui-ci a été visé par des tirs de Kalachnikov, et que lui n'est pas mort, ni le conducteur, ni l'autre dans la voiture, mais que seul Cootard, 18 ans, qui devait rentrer à la Sorbonne est décédé, eh bien, nous disons que elle, il ne faut pas l'oublier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas l'oublier? Qui l'oublie? Elle l'oublie parce que les morts remplacent les autres morts, et qu'en 2021, si Cootard a fait qu'elle est l'objet de quelques articles de presse, elle ne fait plus. Donc, à Crimalt, nous avons écrit un article, nous avons interviewé sa sœur, nous avons emmené sa sœur, Yasmine, en séjour Erasmus+ avec nous, au mois de mars. Elle a pris dans ses bras la sœur de Don Pepe Diana. Nous l'avons fait témoigner à la télé. Nous faisons en sorte que personne n'oublie Cootard parce que c'est important pour plusieurs raisons. Un, d'abord il faut obtenir justice. Il faut pousser pour que la justice condamne les meurtriers. Là, il y a eu des arrestations, mais rien n'est certain, surtout avec les moyens de la justice dérisoires que nous avons en France pour lutter contre le crime organisé. Deuxièmement, lorsque l'on montre dans les quartiers que les criminels peuvent aussi atteindre des gamins de 10 ans, des jeunes filles qui faisaient des études, alors on leur renvoie l'image, non pas d'une puissance du crime organisé qui est capable de s'entretuer, je te tue parce que tu as voulu prendre mon business et donc je t'ai tué, donc je suis le plus fort. Ça, j'arriverai pas à expliquer à un gangster qui a tué qu'il a déconné. Lui, il est dans son rôle, il est dans son trip, il est dans son mécanisme, il est dans sa violence systémique. En revanche, je ne suis pas sûr de le convaincre. Mais ce je lui dis, regarde, ton comportement fait que tu tues des gamins de 10 ans, qui n'avaient rien à voir. Lui peut avoir quand même un sursaut de conscience sur le fait que sa violence est très mal pour la société. Et surtout tout l'entourage autour de lui. Sa mère, ses frères, ses oncles, ses tantes, les gens qui vivent dans le quartier peuvent lui dire « Attends, mais t'as pas tué ton concurrent là. T'as tué Jasmine. Ça pourrait être ta sœur, qui allait rentrer elle aussi à l'université. T'as tué Fayette, 10 ans. Ça pourrait être ton petit frère, ça pourrait être ton fils de 10 ans que t'as tué, qui n'a rien à voir avec le trafic. »
Et quand on insiste dans ces quartiers, comme on l'a fait en Italie, quand on donne des noms de rues de victimes innocentes, quand on donne des noms d'écoles primaires de victimes innocentes, quand les associations chaque année remémorent les 1000 victimes innocentes italiennes, alors avec d'autres instruments, on fait reculer les assassinats mafieux, on fait reculer les assassinats qui touchent les victimes innocentes, mais on fait aussi reculer les assassinats des victimes dites non innocentes, c'est-à-dire des victimes du trafic, parce qu'elles sont liées au trafic. Et c'est la difficulté encore aujourd'hui de faire comprendre ça en France, que en défendant les victimes innocentes, en les plaçant dans la lumière, on arrivera à faire réduire aussi les victimes des règlements de compte. Merci, c'était puissant comme explication et très clair. En vous entendant, on se dit mais pourquoi c'est pas déjà le cas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un mémorial en place pour se rappeler des noms de toutes ces personnes qui ont été tuées? Depuis le début de la conversation, vous avez mentionné plusieurs fois une loi qui a été récemment adoptée. Vous avez parlé donc de la confiscation des biens. Vous avez mentionné la confiscation définitive. J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que je pense que pour la plupart de nos auditeurs et nos auditrices, ce n'est pas forcément très clair. Pour l'historique, en 2021, la France se dote d'un nouvel outil, la confiscation des biens et leur réutilisation à des fins sociales. Vous avez mentionné par exemple un immeuble qui appartient à un trafiquant de drogue qui va être mis gratuitement à la disposition d'une association. Et puis, vous avez mentionné la réforme de 2024 qui rend cette confiscation systématique et obligatoire. Pourriez-vous revenir sur ça? En quoi consiste la confiscation? Pourquoi c'est important qu'il y ait cette confiscation? Et l'importance aussi que lorsqu'il y ait des biens qui sont confisqués, ce soit utilisé à des fins sociales. La confiscation tout d'abord. La confiscation existe en droit français depuis longtemps, mais depuis 100 ans, la plupart du temps, on se contente de confisquer l'instrument du crime. Donc, évidemment, vous arrêtez un meurtrier qui a, pardonnez-moi, écrasé la tête de sa femme avec un marteau, les violences conjugales étant un sport universel et très pratiqué, évidemment qu'on confisque le marteau, d'abord pour l'enquête. Évidemment que, même dans le crime organisé, quand on arrête un tueur avec un pistolet, évidemment qu'on confisque le pistolet. Évidemment qu'on confisque la drogue, produit illégal. En revanche, on s'est rarement intéressé en France au patrimoine des gangsters, à ce qu'ils gagnent grâce à leurs activités criminelles. Il y a eu quelques exceptions, hein. On a déjà confisqué des petites choses à droite et à gauche, et puis Zampa, le parrain marseillais des années 70, début 80, a été pris la main dans le sac parce qu'il blanchissait de l'argent dans une boîte de nuit. La boîte de nuit a été fermée et on lui a pris un peu d'argent. Bon. Mais ce n'était pas l'esprit de la justice française. La justice française était focalisée, elle est encore, sur, bien sûr, arrêter les meurtriers, les trafiquants, et confisquer la drogue. Cependant, grâce à un mouvement européen, beaucoup venu d'Italie, qui confisque depuis longtemps, des recommandations ont été faites pour que dans tous les États, on se mette à confisquer. Des directives et des réglementations sont arrivées pour obliger les États à confisquer. Directive 2014, règlement 2018. Parce que on sait maintenant que pour limiter l'impunité des trafiquants, certes, on peut les mettre en prison, mais je rappelle quand même qu'ils peuvent continuer leur business en prison. On ne peut pas enfermer les gens à l'américaine et que les gens deviennent des biscottes. On a des droits humains, voilà, on est un état de droit, liberté publique, ça veut dire quelque chose encore en France. On intercepte des téléphones portables, les gens viennent les voir, voilà. Donc la prison, c'est pas hermétique. A contrario, la personne en prison, si je lui pique tous ses biens, c'est plus compliqué pour lui. Si je lui pique tous ses biens et que les gens habitaient dedans et qu'il avait des complices, etc. Et puis après, l'État revend ses biens et de l'argent rentre dans les caisses de l'État. Et là, ça permet de construire des routes, de payer des profs. C'est gagnant partout. Donc ça, on le sait maintenant. C'est une volonté européenne depuis plus de 15 ans. Et c'est la raison pour laquelle il existe une agence de biens confisqués en France depuis 2010. Et que la France, depuis 2010, a une politique de confiscation des avoirs criminels qui est en route. Problème, cette confiscation pénale n'était pas obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas obligatoire? Ça veut dire que déjà, il y a beaucoup d'enquêtes qui se font sans les enquêtes patrimoniales. C'est-à-dire que la police judiciaire et les magistrats qui pilotent les enquêtes, pour des raisons de moyens, de culture et d'autres choses, continuent souvent de traquer les trafiquants de drogue, mais ne font pas d'enquête patrimoniale. C'est-à-dire qu'on continue en France, un peu trop, à courir après le trafiquant de drogue, sa drogue, mais pas ses biens. Quand des enquêtes patrimoniales existent, et il en existe, les officiers de police judiciaire pratiquent un temps de travail énorme de vérification des comptes bancaires, du cadastre, les notaires, les comptes en banque, etc., pour juger du patrimoine du criminel.
Et voilà-t-il pas que on apprend que au tribunal, lorsque le trafiquant de drogue est condamné de manière définitive, mettons en première instance ou en appel, intervient normalement le prononcé de la confiscation. La confiscation n'étant pas obligatoire en France, on découvrait que malgré tout le travail des enquêteurs et tout le patrimoine illégal qui avait été mis en exergue, mis en évidence par les OPJ, par les enquêteurs, la confiscation n'était pas prononcée. Donc on se retrouvait avec des trafiquants, des évadés fiscaux, des blanchisseurs, des escrocs, qui étaient condamnés à la prison, mais on ne prenait pas leurs biens. Et là, on ne sait pas trop pourquoi. C'est parce que les magistrats du siège, souvent, n'y pensaient pas, ne voulaient pas. Certains allaient jusqu'à dire que, vous comprenez, il a déjà été condamné à la prison. Ce n'est pas comprendre le mécanisme ultra puissant qu'est la confiscation. Nous avons donc fait du plaidoyer auprès des députés avec le collectif Maxime Souzini Anti-Mafia Corse pour que la confiscation en France ne soit plus une peine complémentaire, mais une peine obligatoire. Donc aujourd'hui, non pas au moment d'ouverture de l'enquête, ça c'est encore autre chose, mais lorsque les OPJ auront fait leur enquête patrimoniale et que la personne sera condamnée pour blanchiment, extorsion, trafic de drogue, et que le patrimoine aura été mis en évidence au tribunal, le juge devra obligatoirement prononcer la confiscation, avec des exceptions. D'abord, il peut dire non, le juge du siège, c'est bien normal, mais il devra motiver sa décision. Il devra dire pourquoi il ne prononce pas la confiscation. Et en gros, il aura deux armes à sa disposition. Un juge du siège peut ne pas prononcer la confiscation lorsqu'il voit que le patrimoine saisi, confisqué, n'est pas proportionnel à tout ce qui avait été calculé pendant l'infraction. Je vous la fais courte, mais si vous gagnez 200 000 € sur votre trafic de stupes, d'après l'enquête, je ne peux pas vous prendre deux biens de 200 000 €. Je peux vous prendre que votre maison qui coûte 200 000 €. Je ne peux pas vous prendre votre résidence secondaire qui coûte 200 000 €. Je ne peux pas prendre les deux. Proportionnalité de la peine, obligatoire, mais proportionnelle. Et puis aussi, pour des questions d'individualisation de la peine, des grosses exceptions. Imaginez que dans notre maison, il y ait des handicapés, et que pour X raisons, mieux vaut pas la vendre. Il peut y avoir plein de raisons, mais ça doit être motivé par le juge. Donc déjà là, on va changer de braquet culturel, on va montrer en France qu'une fois qu'on a fait l'enquête patrimoniale, quand la personne est condamnée définitivement, elle doit être condamnée. Ça, c'est un premier volet de notre plaidoyer. Le deuxième, qui a été antérieur à la confiscation obligatoire de 2024, c'est l'usage social des biens confisqués. Ça, c'est une autre dimension. C'est quelque chose pour impliquer la société civile. Parce que de vous à moi, on peut faire des podcasts, et merci beaucoup de cette invitation. On peut faire des conférences, mais franchement, dans les conférences ne viennent que les gens qui sont déjà convaincus. On peut passer à la télé et dire en Italie, c'est fantastique. Je l'ai fait pendant 15 ans. Mais ça, ce n'est pas donner un rôle proactif aux citoyens contre le crime organisé. Et il y a une raison pour laquelle c'est pas possible et c'est compliqué de donner un rôle proactif aux citoyens contre le crime organisé. Parce que la lutte contre le crime organisé est une prérogative régalienne. Parce qu'il s'agit de mettre les gens en prison, de les condamner pénalement. Et c'est normal que seuls les magistrats et les policiers puissent faire ce travail. Crimal n'a pas vocation à mettre les gens en prison. Même on recherche tous les instruments qui permettent à le moins de gens d'aller en prison, pour tout vous dire. On préfère tout confisquer et moins de prison à Crimalt. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il fait le citoyen au quotidien ? Il fait des manifestations, il fait des conférences, j'ai déjà dit. Les familles des victimes. Bon. Eh bien, on a découvert en Italie depuis 1996 que l'unique moyen ultra proactif pour les citoyens d'être contre le crime organisé, d'avoir un rôle, c'est d'avoir en gestion un bien confisqué. En Italie, la maison du chef mafieux est devenue un centre culturel où les gamins vont faire leur activité de centre aéré dans le centre culturel. Et les manifestations anti-mafia, où les carabiniers passent, les gendarmes passent. Vraiment, il y a de la vie. Les voisins, avant, ne voulaient pas rentrer dans le bien confisqué de la mafia. Maintenant, ils rentrent, ils aident, ils participent. Les scouts, les scolaires, comme j'ai déjà dit. Ça redonne vie. Alors, en France, on a obtenu une loi qui ressemble à la loi italienne, mais qui est beaucoup plus restrictive. Donc, depuis 2021, on peut mettre des citoyens dans des biens confisqués. Comment ça se passe concrètement, depuis que cette loi a été votée ? En Guadeloupe, un bien qui a été confisqué à un escroc a été mis à disposition d'une association conventionnée par le département et le ministère de la Justice, qui accueille, si je puis me permettre, des maris violents. Ce ne sont pas les femmes victimes de violences conjugales qu'on dégage de leur maison, mais qu'on laisse au maximum chez elles avec les enfants, et c'est le mari qui va faire un petit stage dans une maison perdue à la Moule, dans la Pampa guadeloupéenne, comme une peine alternative d'emprisonnement, et là, on l'a mis dans un bien confisqué. Ces personnes-là travaillent, ces associations. Elles donnent du sens à ce bien qui avant appartenait à un escroc. Et ça se sait, après, sur le territoire, que l'État a fait en sorte que ce bien, qui était le symbole du crime, soit aujourd'hui disponible avec des citoyens.
Le deuxième exemple, qui avait eu lieu un peu avant, mais c'est un mafieux italien à qui on a confisqué un bien rue Saint-Honoré, juste à côté du ministère de la Justice. Aujourd'hui, il est à disposition de l'association d'UNI, qui lutte contre la prostitution, en particulier le trafic d'êtres humains. Et une femme se reconstruit dans l'ancien appartement d'un mafieux. Une femme qui a été victime pendant plus de 20 ans de la prostitution forcée et de la traite des êtres humains. C'est un symbole extrêmement fort, même si l'appartement est caché pour des questions de sécurité. Mais enfin, il y a eu un article dans Le Monde peut montrer à la société. Donc, toujours est-il que cette association accompagne cette personne à l'intérieur. Cette personne y vit. Elle va pouvoir en parler après. Vous avez un bien à la Grande Motte qui a été saisi, un comptable véreux, on y a mis des réfugiés ukrainiens. On a saisi un bien trafiquant de cocaïne à Marseille. Aujourd'hui, des femmes victimes de violences conjugales sont hébergées par l'association AVAD, l'association des victimes de délinquance, et la Caravelle qui accompagne ces victimes. Ça se sait à Marseille maintenant, un petit peu, c'est encore une loi de spécialistes, mais ça se sait qu'aujourd'hui on prend les biens aux criminels et qu'on les redonne aux citoyens. Ça redonne de l'espoir, et c'est à ce moment-là qu'on pourra, si on généralise cette loi, faire en sorte que les mentalités changent. Car à la fin, les phénomènes de corruption, de mafia, sont des phénomènes culturels, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à déraciner de la tête des gens. Eh bien, pour changer la culture corruptive, la culture de la violence, il faut changer les mentalités. Et c'est ce qu'a démontré cette loi en Italie, qui change, sur un territoire restreint, hein, pas sur toute l'Italie, qui change le rapport au crime et à la corruption. Merci, j'aimerais qu'on aille aborder un autre sujet, mais qui est tout à fait lié, qu'on parle du narcotrafic, du crime organisé et de la corruption. Ces derniers mois, je dirais même depuis à peu près 1 an, ça fait régulièrement des gros titres. On a même des élus ou des fonctionnaires qui sont accusés d'avoir facilité le narcotrafic, d'avoir participé à de la corruption. Il y a eu une commission d'enquête qui a été lancée par le Sénat sur l'impact du narcotrafic en France. Est-ce que le crime organisé en France est principalement du narcotrafic ou est-ce qu'on a autre chose? À quoi ressemble le crime organisé en France? Alors d'abord, sur le crime organisé, j'invite, peut-être vous le mettrez en lien, les auditeurs à lire mon dernier article qui est sorti à la Revue internationale, donc de la documentation française, où je fais une présentation du crime organisé mondial et avec des définitions. C'est quoi le crime organisé selon la Convention de Palerme, etc. En tout cas, pour moi, les réseaux criminels, c'est des gens qui sont à plusieurs, qui font des activités criminelles plutôt graves, qui utilisent la violence. Ça, c'est ma définition à moi. C'est pas vraiment la définition de la Convention de Palerme. La violence n'est pas un facteur discriminant, mais je pense que la violence est quand même très important dans le crime organisé. Ces groupes criminels ou ces réseaux criminels, comme les appelle Europol par exemple, commettent des infractions très diverses. Bien sûr, le trafic de stupéfiants reste la principale activité criminelle, notamment en termes de revenus et de nombre de personnes qui y travaillent. Mais ce n'est absolument pas la seule activité criminelle, puisque les mêmes rapports, par exemple ceux d'Europol, vous expliquent que 80% des réseaux criminels utilisent la corruption, enfin les 2 tiers, 75%, utilisent la corruption, donc ils ne se contentent pas de vendre, ils corrompent. C'est une autre infraction. Ils blanchissent. C'est une infraction économique. Ceux qui ne pratiquent pas le trafic de stupéfiants, ou certains font les deux, vous avez encore du braquage de fourgons blindés, vous avez de la criminalité environnementale, donc trafic d'animaux, trafic d'œuvres d'art, selon la définition italienne qui regroupe la criminalité environnementale. Vous avez l'extorsion, le racket. Demander à un commerçant de payer ou demander une somme d'argent, sinon je sais où ta fille va au collège. Vous avez l'escroquerie à la taxe carbone, ce sont des réseaux criminels qui ont piqué 1,6 milliard à l'État de taxes. Rien que ça. Et on n'en a pas retrouvé des masses. Vous avez aujourd'hui toutes les infractions autour de la cybercriminalité, mais toutes ne sont pas faites par le crime organisé. Il y a aussi beaucoup de hackers. Vous avez bien sûr le trafic d'êtres humains, qui regroupe à la fois la contrebande de migrants, c'est-à-dire faire passer une frontière, ou réduire les personnes en esclavage, prostitution forcée, la traite des êtres humains sexuels étant la plus nombreuse, et envers les femmes bien sûr, et la plus médiatique aussi, en raison de caractère horrible. Même vous avez aussi dans la traite des êtres humains le travail forcé. Donc toutes ces infractions, il y en a d'autres, je ne peux pas toutes les donner, peuvent être faites par des réseaux criminels ou le crime organisé. En France, nous n'échappons pas à cette typologie, à peu près toutes les infractions criminelles existent, le trafic de stupéfiants est très prégnant, et je dois saluer cette commission sénatoriale sur le trafic qui a fait un travail de malade en auditionnant les plus grands spécialistes, les plus grands des enquêteurs, des magistrats, des personnes de terrain, etc. Et qui nous a produit un rapport de 700 pages qui montre que le trafic de stupéfiants est très important en France, que le niveau de violence est très important. Corse,
à Marseille, en Seine-Saint-Denis, et que, effectivement, il y a bien une pression corruptive de la part du crime organisé. Cette pression corruptive s'abat sur, moi j'ai un terme qui me plaît, qui est la sphère politico-administrative, qui regroupe le monde politique, encore qu'on ait peu de sources dans ce domaine, mais il existe des cas, et tout ce qui concerne l'administration au sens très très large. Donc quand je dis l'administration, j'y mets les dockers du port du Havre, qui sont sous pression pour que la cocaïne rentre dans le port et sorte du port, pour qu'elle reprenne la route, et voilà. Le problème des dockers, c'est qu'ils disent oui une fois pour 10 000, 15 000 euros, ils prennent peur, et ils disent je veux plus, et là c'est pas possible. Quand vous avez mis le doigt dans l'engrenage du crime organisé, il vous bouffe le bras, que vous vouliez, que vous le vouliez pas. Mais surtout si vous dites que vous voulez pas y aller, là on vous tire dessus, on menace vos enfants, on vous tire dans les jambes ou on vous tue, parce que la pression est trop forte pour les trafiquants, la cocaïne doit arriver sur le point de vente, et donc elle doit sortir du port du Havre. Donc quand vous avez un docker, vous le tenez par la peau des cacahuètes, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est pour montrer à quel point les gens sont tenus. Et si cette corruption ne marche plus, on utilise la violence. La corruption, bien sûr, des policiers. Pour des petits actes de corruption, un trafiquant a besoin de connaître les plaques d'immatriculation, à qui appartiennent les voitures qui sont en face de chez lui, et donc il a besoin d'un policier qui lui donne quel est le propriétaire de la voiture qui est devant chez lui en donnant la plaque d'immatriculation. Et seuls les policiers ont le droit accès au fichier des plaques d'immatriculation. Vous imaginez bien que vous êtes un trafiquant, vous avez besoin de savoir si la voiture qui est en bas de chez vous, elle appartient à la police, ou pire, si elle appartient à un rival qui veut vous faire la peau. Donc c'est par exemple sur ces petites choses que certains policiers sont attrapés. On sait très bien que les policiers français ne sont pas une horde de personnes qui bavent après l'argent facile. C'est pas comme ça que ça se passe la plupart du temps. Il y en a, bien sûr, mais c'est rare. Ils sont rentrés dans la police par dévotion, par amour de la protection, de l'uniforme pour certains, des enquêtes de police judiciaire pour d'autres. C'est un sacerdoce, policier. Oui, mais voilà. Dans la vie, on a des problèmes. On divorce et on est appauvri. On est malade et on est appauvri. Je vous rappelle que quand votre femme, mari, a une maladie chronique, vous touchez beaucoup moins d'argent, vous pouvez perdre de salaire, vous pouvez perdre votre maison, vous pouvez avoir des addictions. Face au stress, vous vous mettez à jouer, vous vous mettez à consommer de la drogue, et là, vous commencez à avoir besoin d'argent, et le crime organisé est là pour vous dire « je vais t'aider ». Évidemment, certains policiers vont plus loin, comme ils jouent, ils se mettent dans des parties de poker tenus par le crime organisé, ils le savent très bien. Bien sûr, certains achètent de la drogue à des trafiquants, ils savent très bien. Bien sûr, mais il faut montrer à quel point le crime organisé français sait faire avec les faiblesses humaines, en particulier des petits salaires de gardiens de la paix, etc. Cette pression corruptive peut être bien sûr un peu plus liée à la politique d'État, où nous avons les grandes affaires, où la police française a quand même cette spécialité, ce culte du cousin, de l'informateur, de l'indique. Et si vous voulez, autant je peux comprendre que lorsque on est policier, on promette une carte de séjour à la sœur de la prostituée ou pour qu'elle puisse venir se faire soigner en France et que cette prostituée vous donne des braqueurs ou des trafiquants de drogue, je peux comprendre le deal. Il est raisonnable. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un fichier d'indic qui est répertorié pour éviter justement ces histoires d'indic un peu dévoyées. Mais vous aviez toute une pratique, je ne sais pas si elle existe encore, où en réalité, vous passiez un deal avec un trafiquant, et un trafiquant international. Celui-ci vous donnait ses concurrents, voire une branche à lui, et vous le laissiez, lui, faire venir ces tonnes de cannabis ou ces tonnes de cocaïne. Alors là, moi je dis, non, dans un état de droit, on ne peut pas lutter contre le trafic en assurant l'impunité d'un trafiquant, comme on l'a fait. Donc des policiers ont été renvoyés devant le tribunal pour corruption, Néret a été condamné, même si ce n'est pas dans le cadre de ce que je viens de dire complètement, mais il avait ses pratiques. Et enfin, on attend toujours le procès de l'ancien dirigeant, patron, comme on dit, de l'OCTRIS, de l'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui faisait ces livraisons surveillées et qui laissait de grands trafiquants déverser sa drogue sur le territoire français en échange d'informations. Aujourd'hui, il y a eu une refonte de l'Office central de lutte contre les stupéfiants, ça s'appelle l'OFAST. Ces pratiques ont peut-être disparu. Ça, je ne le sais pas encore. Faut l'espérer, d'autant qu'avec ce qu'on voit aux informations, on a la sensation que le trafic de drogue s'amplifie et qu'au niveau du gouvernement français, on n'a pas forcément pris la pleine mesure du risque. Enfin, certes, il y a eu des opérations place nette, il y a eu de la communication autour de ces opérations place nette, mais voilà, c'est une fois et puis ça s'arrête là. On ne remonte pas nécessairement toute la chaîne de commandement, on ne mène pas forcément des enquêtes financières, etc. À votre avis, quelles sont les mesures qu'on devrait mettre en place
Et qu'est-ce qui ferait que le gouvernement français réalise qu'on a un vrai problème et qu'on doit prendre la mesure de ce problème pour ne pas terminer comme les heures sombres qu'il y a eu en Italie avec la mafia? J'ai déjà fait des conférences en expliquant que, par exemple, la prohibition des drogues était une histoire de corruption. D'ailleurs, je viens de vous en parler avec l'histoire des livraisons qu'on laisse passer en France. C'est pas vraiment les livraisons surveillées, c'est vraiment les livraisons qu'on laisse passer, c'est encore autre chose, les livraisons surveillées. Je pense que pour relâcher la pression qui est sur le citoyen consommateur de cannabis, on devrait tout de suite légaliser le cannabis en France. En gros, dans tous les pays où on a légalisé le cannabis sous diverses formes, personne n'est revenu en arrière. L'Allemagne s'y met, je ne connais pas encore le bilan des premiers pas allemands, mais enfin, ce que je sais, c'est qu'on peut acheter du cannabis légalement en Hollande depuis 1974, et que, bon, en gros, les gens qui consomment du cannabis légalement, du coup, ne l'achètent plus au crime organisé. Il faudrait préciser ces termes, mais c'est l'idée. On devrait dépénaliser. Au Portugal, on a dépénalisé depuis 2000 la possession de drogue. La toxicomanie a reculé. En matière de santé publique, c'est gagné. C'est important, parce que si le jeune et le moins jeune consommateur de drogue, une partie en tout cas, arrête d'aller dans une cité marseillaise, il arrête d'alimenter le trafic. C'est important. Pour autant, le trafic ne va pas disparaître. Je ne suis pas un naïf ou un rêveur, c'est pas comme ça. Mais malgré tout, cette partie-là serait gagnée. Nous avons fait en sorte que la confiscation pénale en France soit obligatoire. Très bien. Le problème, c'est qu'il n'y aura encore aucune obligation que pour chaque affaire de stup ouverte, on fasse une enquête patrimoniale dès le début. Je crois qu'avec la confiscation obligatoire à la fin, on va quand même amorcer un petit changement culturel où on va obliger un petit peu, peut-être plus les magistrats, enquêteurs, à faire plus d'enquêtes patrimoniales dès le début, mais il reste un problème. Il reste un problème, c'est que l'argent qui est gagné par les trafiquants est souvent certes dépensé, c'est vrai des trafiquants de drogue, mais il est aussi souvent blanchi. Et là, on a un problème, c'est que le blanchiment est une infraction pénale, c'est au juge de prouver le lien entre l'infraction et le bien. Donc, c'est au juge de prouver que vous avez vendu 200 kilos de cannabis, que vous avez gagné 250 000 euros, et qu'avec ces 250 000 euros, vous avez acheté une maison. Je la fais courte. Le problème, c'est que quand vous avez blanchi cet argent d'abord dans un commerce de cash, qu'ensuite vous êtes propriétaire des parts de ce commerce de cash ou salarié, qu'ensuite ce commerce de cash et cet argent vous permet de faire un investissement en Suisse, en Israël, à Dubaï, que l'argent n'a même pas voyagé par la France. Le pauvre magistrat français, il est obligé de faire des commissions rogatoires, c'est-à-dire qu'il est obligé de demander à la Suisse, à Dubaï, au Maroc, et puis on lui répond une fois, parfois, et puis dans 10 ans. Donc les enquêtes sur le blanchiment sont très compliquées à faire. Et ça, les Italiens le savent depuis longtemps. La mafia italienne engendre des milliards d'euros chaque année. J'ai bien dit des milliards. Donc, les Italiens ont inventé, ça, ils sont bons au football, ils dribblent, vous voyez, quand ils ont un problème. Ils ont inventé une confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Alors là, accrochez-vous, chers auditeurs, mais je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. L'idée est la suivante. Je suis un trafiquant, je suis poursuivi pénalement, mais il se trouve que j'ai mis mes biens, ma maison, mon yacht, mes parts d'entreprise au nom de prête-noms, de ma grand-mère, de ma mère, de ma copine, de la copine de ma copine, de mon avocat d'affaires, etc. Bon, très bien. L'enquête judiciaire montre que je connais tout ce monde, que je forme une association criminelle, une association mafieuse en Italie. Et là, tout le monde ne va pas devant un procès pénal. On ne va pas se mettre à poursuivre 40 personnes à chaque fois qui tournent autour du blanchiment. Non. On va dire, nous avons démontré que vous fréquentez un gangster, que vous avez mis des biens, vous avez été chez le notaire, vous avez signé des papiers, etc. Donc maintenant, vous allez justifier l'origine légale de vos biens devant un tribunal où vous ne risquez pas la prison. Tribunal civil, un tribunal administratif, ça pourrait être le cas en France, même si ce n'est pas vraiment le mot. Et c'est très important ce que je vous dis quand on dit qu'on ne risque pas la prison. C'est-à-dire que vous avez mis la maison au nom de votre maman, d'un avocat d'affaires, ou moi, je suis votre complice. Eh bien, l'avocat d'affaires, votre maman et moi, on va devant un tribunal, on justifie l'origine légale des biens, de la maison, du yacht, des parts de société. On n'y arrive pas, on perd tout. C'est magique, c'est extraordinaire. Parce que souvent, un peu moins de 70% des saisies provisoires en Italie deviennent définitives. Et c'est grâce à ce dispositif. A contrario, en France, seuls 30% des saisies provisoires, des biens saisis provisoirement, de toutes les maisons qu'on saisit, de toutes les voitures qu'on saisit, seuls 30% sont confisqués définitivement. Parce que c'est une confiscation pénale et que c'est difficile de faire le lien avec l'infraction. Donc, la grande révolution copernicienne, ça serait d'avoir une confiscation sans condamnation pénale du propriétaire sur le modèle italien. On serait bien à même de renforcer
un délit d'association de malfaiteurs, un délit d'association mafieuse en France, de faire un vrai délit d'association criminelle où on condamne les gens uniquement pour le fait de constituer une association criminelle, comme on le fait en Italie. Ce n'est pas le cas en France, avec des peines beaucoup plus sévères. Quand je vois qu'un gangster corse, pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat, donc il a tous les actes préparatoires, il a l'arme, on retrouve l'arme, on sait qu'il était là en planque, etc. Il prend 6 ans de prison. Il allait tuer quelqu'un. Il prend 6 ans de prison pour association de malfaiteurs. Bon, sur une association mafieuse avec un plan pour tuer quelqu'un en Italie, le mafieux, il prend 25 ans. Il prend pas 6 ans. Hein. Donc là, il y a quand même un enjeu. À Crimalt, on n'est pas fan de la prison, mais pour les assassins, c'est pas pareil que pour la petite contrebande, etc. Vous avez toute une série comme ça de mesures, et on a déjà parlé, mais évidemment de la réforme du statut de repenti, de collaborateur de justice, que nous appelons, nous, coopérateurs de justice. Hein. C'est très important, parce que si vous voulez lutter contre les assassinats, il faut que celui qui a tué dise qui lui a demandé de le faire. Il faut qu'il soit protégé. C'est comme ça qu'on a réussi en Italie. Il existe plein d'autres choses, mais encore une fois, c'est 3 axes. Hein. Association mafieuse, confiscation sans condamnation pénale du propriétaire, réforme du statut de repenti sont des priorités. Ça fait pas mal de choses et on espérait que quand on aura un gouvernement nommé, le travail parlementaire va recommencer, ce seront des choses qui seront mises sur la table et qu'on pourra avancer sur le sujet. Ça va bientôt faire 1 heure que nous discutons. Je pourrais encore poser des tas de questions, mais je vais terminer avec les 2 questions que je pose toujours à mes invités. Nous avons parlé un petit peu du rôle des citoyens avec Crimalt ou quand les associations sont revenus des voyages que vous avez organisés, mais de manière générale, quel rôle peut-on jouer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que, par exemple, moi, qui ne connais pas du tout ces sujets, je travaille pas dans ce domaine-là, etc., qu'est-ce que je peux faire pour essayer de lutter contre le crime organisé, voilà, au quotidien, faire quelque chose? D'abord, le podcast que vous faites est extrêmement utile, à mon avis. Deuxièmement, vous devez aller sur le site de Crimalt et adhérer pour la modique somme de 15 € à notre association, en faire partie, recevoir les informations, échanger les articles de presse régulièrement que nous nous envoyons qui permet de l'auto-formation. C'est-à-dire que nous avons un groupe WhatsApp avec des étudiants qui m'ont vu une fois en cours 24 heures à Sciences Po, qui en connaissent pas grand-chose et tout, mais qui sont toujours là et qui sont venus en Erasmus. Et donc qui ont énormément progressé dans leurs connaissances et qui, pour certains, veulent faire des petites carrières, police ou autre chose. On progresse, on se forme ensemble. Ensuite, vous pouvez nous soutenir dans notre plaidoyer. Par exemple, je voudrais revenir sur cette chose incroyable qui est arrivée à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour être précis, c'est on a obtenu la confiscation définitive, mais on ne l'a pas obtenu pour le délit de non-justification de ressources. Le Sénat, dans sa grande sagesse, a refusé une confiscation obligatoire pour le délit de non-justification de ressources, alors que c'est précisément un des délits, encore pénal, certes, mais qui permet de lutter contre le blanchiment. Les gens risquent 5 ans d'emprisonnement, ils sont condamnés à 5 ans d'emprisonnement, et le Sénat n'a pas voulu une confiscation obligatoire, alors que le délit de non-justification de ressources, c'est quand même un délit économique qui montre que la personne a blanchi de l'argent, donc il faut confisquer. Ce n'est pas un délit où on a tué quelqu'un, etc. Il faut vraiment confisquer. Sous prétexte, nous a dit la rapportrice de la commission des lois, qui s'est exprimée ainsi au Sénat, de respecter la propriété privée. Mais la propriété privée de qui? D'une personne qui est condamnée pour, en gros, enrichissement illégal. Délit de non-justification de ressources. Donc, quand Crimalt est auditionné, que nous sommes 2 à défendre cela avec le collectif Maxime Souzini et Jérôme Monoloni, on a un poids, mais il est relatif. On a besoin de plus de personnes, notamment qui s'intéressent à la corruption, car en France, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la corruption et peu au crime organisé, ce qui est compréhensible. On a besoin de soutien pour lutter contre la pression corruptive et continuer ces actes de plaidoyer. Donc, que ce soit en adhérant à Crimalt, j'adore quand les gens adhèrent, ça ne nous rend pas très riches, mais j'adore que les gens se sentent concernés, on échange. Ou bien sûr par le biais de partenariats, exactement comme aujourd'hui, comme vous faites un podcast où on peut s'exprimer et dire qu'il y a encore de grands chantiers à faire. Ou en relayant peut-être les personnes qui ont... Quand je disais moi, c'était de manière générale, je parlais pas de moi en particulier, je voulais faire citoyen nos auditeurs qui nous écoutent, mais j'imagine aussi que les gens sur LinkedIn peuvent peut-être suivre Crimalt ou sur Twitter peuvent relayer peut-être quand vous faites des communiqués de presse, ce genre de choses, que les personnes qui nous écoutent puissent agir, et ça c'est une forme aussi d'action. Alors je serai très honnête avec vous, oui bien sûr vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour la démarche proactive, c'est vrai qu'adhérer c'est quand même mieux, il y a plus d'échanges. Crimalt va fêter ses 10 ans en décembre 2014, février 2015. Venez à notre conférence si on fait une grande conférence. Encore une fois, n'hésitez pas à adhérer, à recevoir les nouvelles, à venir en Erasmus avec nous.
bien sûr, et à nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous me parliez de communiqués de presse? Eh bien, on aurait bien besoin de ressources de la part de gens qui savent faire des communiqués de presse, car c'est un travail énorme. On arrive à le faire dans les grands moments, à chaque fois qu'on fait voter une loi ou qu'on a une grosse revendication. Mais voilà, on a une belle newsletter, mais on manque de ressources pour communiquer. Voilà, donc s'il y a des gens qui ont envie d'aider Crimalt, ils sont les bienvenus. Super. Et dernière question, avez-vous une œuvre à recommander, un livre, un film, une chanson, une peinture, voilà, en lien avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui? Une seule, terrible. Si vous voulez en dire 2, vous pouvez en dire 2. Vous ne serez pas puni pour ne pas en avoir dit qu'une seule, donc vous pouvez en dire 2 si vous voulez, même 3. Nous avons sur le site de Crimalt un onglet qui s'appelle Ressources, où il y a tous les livres qui sont dans la bibliothèque de Crimalt que vous pouvez consulter. Il est vieux, mais si vous voulez, il est synthétique, il est pédagogique, il est fait avec des cartes, ça s'appelle l'Atlas des mafias. La dernière édition est de 2015, je sais, il a 10 ans, mais si vous voulez comprendre le monde criminel, il est parfait. Une série, peut-être. Quelle serait la seule série qui permettrait par exemple de bien comprendre le crime organisé en France? Peut-être Cannabis. C'est une série qui est passée sur Arte. Les acteurs n'étaient pas fantastiques, mais je pense que ça disait beaucoup du trafic de cannabis et du trafic de drogue en France. Et que c'est une série qui a déjà quelques années et qu'on y retrouve très bien la commission sénatoriale sur le narcotrafic, si vous voulez. On le retrouve en images. Voilà. Je suis un peu pris de court. Je suis sûr que j'aurais plein de choses à proposer, mais 2, c'est déjà bien. C'est très bien. Beh, de toute manière, je mettrai sur la page du site internet du podcast dédié à cet épisode, je mettrai les liens, les références vers Crimalt et les ressources, donc les gens pourront bien évidemment regarder tout ce que vous proposez. Merci beaucoup pour cette conversation qui était passionnante. Je pense que pour nos auditeurs et les auditrices, c'est intéressant de découvrir toutes ces nuances et de voir comment en fait le crime organisé fonctionne et surtout ce qui est possible de faire. Et là, vous avez beaucoup de pistes et j'espère que ça donnera envie aux gens d'adhérer à Crimalt et de suivre ce que vous faites. Donc encore merci pour la conversation. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.